Bienvenue dans cette vidéo qui tentera de répondre à la question suivante. La toxoplasmose, qu'est-ce que c'est? Premièrement, il s'agit d'une parasitose, signifiant que c'est une maladie liée à un parasite. Et plus précisément, une protozoose, car ce parasite fait partie du groupe des protozoaires, l'un des 4 grands groupes de parasites que nous aborderons plus en détail dans l'introduction à la parasitologie. En plus de cela, il faut noter que l'on parle aussi de zoonose, ou maladie liée à un parasite qui est passé de l'animal vers l'homme. A noter que pour la toxoplasmose, on parle d'une maladie qui est cosmopolite et est donc d'intérêt mondial puisqu'elle touche toutes les régions du monde. Intéressons-nous maintenant à l'agent en cause de cette maladie. Et premièrement, il est important de situer notre parasite. Il s'agit d'un protozoaire, comme vu précédemment. Protozoaire. Ce groupe ne comporte que des parasites monocellulaires et se divise en classes en fonction de leurs moyens de déplacement. Cas un petit peu spécial pour ce parasite, son moyen de déplacement est qu'il ne se déplace pas. On parle donc de la classe des sporozoaires. Un moyen pour s'en souvenir est de se rappeler que, après le sport, on est trop fatigué pour bouger. Sport, pas bouger. Et cette notion-là nous permet de dire qu'il s'agit d'un protozoaire qui est intracellulaire uniquement. En effet, il ne peut pas se déplacer dans le sang, il a besoin de rentrer à l'intérieur d'une cellule pour pouvoir y faire son effet. Le genre et l'espèce sont les 2 termes qui nous servent pour appeler le parasite. Ici, il s'agit du Toxoplasma gondii, avec 2 i. Avant de parler de ses formes, il est utile de dire que ce parasite intracellulaire obligatoire a une affinité particulière pour les cellules du système réticulo-histiocytaire, RSH, qui se composent notamment des cellules phagocytaires, telles que les macrophages notamment, qui vont assurer sa dissémination vers les différents organes via le sang ainsi que la lymphe. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Toxoplasma gondii comporte 3 formes qui correspondent chacune à une étape de sa vie ou de son cycle évolutif, aussi appelé cycle parasitaire. 2 formes de résistance et une forme active responsable des symptômes de la maladie. Commençons par cette dernière, appelée le tachyzoïde. Tachyzoïde découle du mot tachos, non pas le délicieux plat de restauration rapide, mais du mot grec signifiant bref. On a ici un petit lien qui se forme, qui est utile pour la suite. Pour les plus attentifs d'entre vous, sa morphologie était déjà présente en haut et à droite dans l'introduction. Elle est maintenant ici. Comme on le voit ici, le tachyzoïde a une forme de croissant qui est asymétrique, avec une extrémité antérieure effilée ou pointue, et une extrémité postérieure qui est arrondie, ce qui est tout à fait normal car elle renferme le noyau qui est rempli de chromatine. Cette forme agressive est néanmoins fragile, c'est pour cela qu'elle n'est pas exposée au milieu extérieur et que le parasite préfère se transformer en d'autres formes afin de s'y répandre. Sa résistance est assez faible, il suffit par exemple de la placer 30 minutes à une température de 50 degrés, de la congeler à des températures de moins 20 degrés, de la placer dans des sucs gastriques où elle sera réduite en bouillie, tout comme les tacos, ou encore de lui retirer toute son humidité, qu'on appelle aussi la dessiccation. Tous ces mécanismes
vont éradiquer cette forme appelée le tachyzoïde. Passons maintenant aux deux formes de résistance. Nous avons le kyste, forme de résistance tissulaire, et l'oocyste, forme de résistance dans le milieu extérieur. Tout d'abord, le kyste. C'est une forme dite forme de latence. Cela signifie qu'elle reste cachée dans nos organes et peut réapparaître plus tard. Elle possède deux formes, pas compliquées à retenir. La forme présente dans le tissu nerveux est arrondie, comme le cerveau. Et la forme présente dans les muscles est allongée, comme le muscle bicipital ici représenté. On note aussi quelques rares cas de kystes qui peuvent être retrouvés au niveau de l'œil ainsi qu'au niveau des viscères. Ici, un petit peu de concentration. Le kyste renferme des bradyzoïdes. Brady signifiant lent, comme dans bradycardie, car le parasite va ralentir son activité et se cacher. Ils ont une structure qui ressemble aux tachyzoïdes, mais vont se recroqueviller sur eux-mêmes pour se protéger et sont donc légèrement plus petits, mais plus résistants. En effet, ils résistent au suc gastrique et à des températures inférieures à 60 degrés. Rassurez-vous, on peut tout de même les détruire, mais pour cela, il faudra les garder à des températures supérieures à 67 degrés et les congeler. Mais attention, ils sont uniquement partiellement détruits par la cuisson au micro-ondes. Partiellement. Passons à la dernière forme que peut revêtir le Toxoplasma gondii avec deux i, à savoir l'oocyste. Il s'agit de la forme de résistance dans le milieu extérieur, et est donc la forme la plus résistante. L'oocyste va être excrété vers le milieu extérieur dans les excréments du chat, et plus particulièrement ceux du chaton. N'oubliez pas ici qu'il s'agit d'une zoonose. Cette oocyste est dit non sporulée ou non mature, et est donc non infestante. Elle possède une forme ronde comme le O majuscule dans non. La sporulation ou maturation nécessite 1 à 5 jours en fonction de l'humidité ainsi que de l'oxygène. À noter qu'il s'agit de la seule phase diploïde du cycle évolutif de Toxoplasma gondii. Cela signifie qu'elle possède un chromosome double, comme ici représenté. On obtient ainsi un oocyste sporulé, mature, représentant la forme infestante. La sporulation a permis la formation de deux sporocystes, représentant ici des gros sacs. Ces gros sacs renferment chacun 4 sporozoïdes. Ces sporozoïdes sont haploïdes et ont une structure semblable aux tachyzoïdes. Ceci va expliquer la forme ovale que va revêtir cette phase. Cette forme se doit d'être très résistante et est donc entourée d'une coque épaisse pour protéger son contenu. La résistance exceptionnelle de l'oocyste sporulé lui permet de résister au suc gastrique comme le kyste, mais aussi à l'eau de javel. Cependant, elle reste sensible à une température supérieure à 60 degrés et est incomplètement inactivée par la congélation. Les différentes formes ayant été évoquées, on peut se demander comment se succèdent-elles. Pour cela, nous allons nous intéresser au cycle évolutif de ce parasite, ce qui correspond à toutes les modifications qui permettent de passer d'une génération à une autre et de pérenniser son espèce. Ce dernier se décompose en 3 phases. Commençons par la phase coccidienne, qui se déroule dans l'intestin de l'hôte définitif, HD, à savoir le chat, et qui comprend 2 modes de reproduction. Mais juste avant, quelques petites définitions. La schizogonie est une reproduction asexuée, et le schizonte est un élément plurinucléé transitoire de la reproduction asexuée, débutant ainsi avec la phase schizogonique, ou dite de reproduction asexuée. Le chat s'infeste le plus souvent en dévorant des rongeurs hébergeant des kystes dans le muscle ou dans leur système nerveux. Ou alors, il s'infecte à partir d'oocystes mûrs souillant la terre. Au niveau de l'intestin, le bradyzoïde, dans le cas de la contamination par un kyste, ou un sporozoïde si le chat a été contaminé par le sol, pénétrera dans une cellule épithéliale. À ce niveau, il va se transformer en schizonte, élément plurinucléé,
qui va voir chacun de ces noyaux, entouré de cytoplasme, devenir un mérozoïte. Ce mérozoïte ira à son tour parasiter des cellules contiguës, qui sont des cellules saines. Ensuite vient la phase gamogonique, où les gamètes interviennent, aussi appelée phase de reproduction sexuée. Le principe n'est pas complexe. Disons qu'après plusieurs répétitions du schéma précédent, les mérozoïtes finissent par en avoir assez de la reproduction asexuée et décident de se transformer en gamètes, à l'intérieur d'une cellule qu'elles auront précédemment infestée. Certains deviennent des microgamétocytes, ou gamètes mâles, qui subissent des divisions jusqu'à devenir une douzaine, où ils posséderont chacun 3 flagelles, pour qu'ils puissent faire la course vers la gamète femelle. D'autres deviendront des microgamétocytes, ou gamètes qui ne se divisent pas et attendent simplement la venue des microgamètes. L'analogie avec les spermatozoïdes et l'ovule est toute trouvée, et retenir tout ça est un jeu d'enfant. La fécondation du macrogamète par un microgamète aboutit à la formation d'un oocyste non sporulé qui sera éliminé dans les excréments du chat. Cet oocyste non sporulé va subir sa maturation lors de la sporogonie, faisant référence à la sporulation. Sporogonie, sporulation. Et est dite phase libre. Pourquoi phase libre? Car l'oocyste est lâché dans le monde extérieur. Cette phase assure la contamination, soit du chat directement, soit des animaux qui traînent dans les environs, tels que des rongeurs ou des oiseaux par exemple, et qui contamineront le chat par des kystes présents dans leur tissu. Cette contamination qui aboutit à la formation des kystes ne concerne que les hôtes dits hôtes intermédiaires, dont l'homme fait partie. Et est dite phase de prolifération ou formation des kystes. Après l'ingestion de l'oocyste ou du kyste, les sporozoïtes ou bradyzoïtes sont libérés dans la lumière intestinale après que les sucs gastriques aient érodé leur coque ou parois résistantes. Une fois libérés, ils deviennent des tachyzoïtes. Ces tachyzoïtes traversent la paroi intestinale puis envahissent les cellules du système réticulo-histiocytaire. Ils se disséminent grâce aux macrophages et s'y reproduisent en formant des pseudokystes, comme représentés ici en noir, qui lors de leur rupture permettent aux nouveaux tachyzoïtes d'infecter encore plus de cellules. C'est la phase aiguë de la toxoplasmose, qui ne dure environ que 8 à 12 jours. Nous rentrerons plus dans les détails de la clinique un petit peu plus tard. Après un certain temps, l'apparition de phénomènes immunitaires, notamment les lymphocytes T, lymphocytes B par le biais des anticorps, ou encore des cellules NK, vont faire ralentir la multiplication des tachyzoïtes qui vont se changer en bradyzoïtes et s'enkyster, préférentiellement dans le cerveau ou les muscles. Après avoir parlé en long et en large du Toxoplasma gondii, intéressons-nous à des questions plus pratiques, et notamment, comment peut-on être contaminé par ce parasite? À ce stade de la vidéo, vous êtes normalement en capacité de citer au moins 2 voies de transmission. La première est l'ingestion d'oocystes mûrs par la consommation de fruits et légumes mal lavés ou par une hygiène des mains douteuse. Secondo, l'ingestion de kystes présents dans les viandes d'hôtes intermédiaires insuffisamment cuites ou les viandes fumées. Ajoutons à cela un cas beaucoup plus rare, les greffes d'organes et les transfusions sanguines de donneurs infectés qui peuvent être la cause de l'infection d'un récepteur sain. Ces 3 possibilités regroupent les 3 voies de transmission dites horizontales. Il existe une voie verticale, donc de la maman vers le fœtus. La toxoplasmose est une maladie redoutée chez la femme enceinte. Et pour cause, le tachyzoïde présent dans la circulation sanguine après avoir traversé la muqueuse intestinale de la future maman peut présenter aussi un passage transplacentaire et être responsable d'une toxoplasmose dite congénitale. Toxoplasmose congénitale. Et cette dernière est dramatique.
Après cela, le tachyzoïde pénètre l'organisme du fœtus et commence par un enquistement polyviscéral ou dans plusieurs viscères. La fréquence et la gravité du risque encouru par le fœtus va varier selon l'âge de la grossesse. En effet, au début de la grossesse, la fréquence de passage transplacentaire du parasite est faible, mais les conséquences seront terribles si cela se produit. En revanche, la fréquence augmente avec l'avancée de la grossesse, mais la gravité des lésions diminue, restant tout de même très grave. La période la plus dangereuse se situe entre la 10e et la 24e semaine, car à ce moment se développent les structures d'irrigation placentaire facilitant le passage du parasite. Les tachyzoïdes vont former des foyers de nécrose périventriculaire entourant l'aqueduc de Sylvius. Pour rappel, c'est une structure faisant communiquer le liquide cérébrospinal du 3e ventricule vers le 4e ventricule. De là, on peut imaginer que la plupart des complications congénitales seront cérébrales. Alors, comment la toxoplasmose se traduit-elle en clinique? Tout d'abord, si la transmission du parasite a lieu au premier trimestre, la mort in utero du fœtus ainsi qu'un avortement peuvent avoir lieu. Si le nouveau-né survit, il peut subir une fœtopathie grave associant la tétrade composée de l'hydrocéphalie, qui est un trouble à l'écoulement du liquide céphalo-rachidien expliqué par la nécrose périventriculaire citée plus haut, une microphthalmie, qui est un œil de petite taille et qui est souvent unilatéral, même s'il peut se bilatéraliser, un œil de taille normale et un œil de petite taille. Le signe d'après, les calcifications, cérébrales bien entendu, peut se retenir si on associe ce petit œil à une calcification. Et enfin, toutes ces anomalies mènent malheureusement au retard mental. Aussi, une naissance prématurée avec les complications qu'elle englobe n'est pas impossible. Au deuxième trimestre, l'évolution n'est pas fatale, mais le nouveau-né présentera une encéphalite, inflammation de l'encéphale, avec retard psychomoteur, et une choriorétinite, qui est une inflammation de la choroïde, c'est la structure de l'œil pourvue de vaisseaux, responsable des yeux rouges sur les photos avec flash, ainsi que l'inflammation de la rétine. Au troisième trimestre, le nouveau-né présente une symptomatologie dite polyviscérale, qui sera extraneurale, avec notamment un ictère et une hépatosplénomégalie, signe d'atteinte hépato-rénale. Mais la plus fréquente est la toxoplasmose congénitale infraclinique, avec un enfant qui sera porteur de kystes dans le névrax et la rétine, et une maladie qui ne s'exprimera pas pour le moment ou s'exprimera secondairement. En plus d'être redoutable chez le fœtus et le nouveau-né, la toxoplasmose est tout aussi menaçante chez l'immunodéprimé. Par exemple, chez la personne atteinte du VIH ou virus de l'immunodéficience humaine, on peut retrouver une toxoplasmose cérébrale. Petite remarque, elle ne se déclare généralement que lorsque le stade SIDA est déclaré, signifiant un taux de CD4 inférieur à 200. Sa fréquence importante fait d'elle l'infection opportuniste la plus fréquente du système nerveux central. Au scanner, on retrouve des abcès uniques ou le plus souvent multiples qui réalisent l'image en cocarde avec un centre nécrosé hypodense ou noir et un pourtour siège de réaction inflammatoire hyperdense ou blanc.
Cette image rappelle celle du cerveau normal au scanner, avec l'os hyperdense blanc qui entoure le cerveau hypodense noir. Deux formes cliniques peuvent en découler. La forme abcédée, qui est la plus fréquente, avec une fièvre, des céphalées, ainsi que des signes neurologiques, et qui est d'apparition progressive. Et la forme encéphalitique, qui est d'évolution aiguë, avec fièvre là aussi, épilepsie et coma. La rétine et d'autres organes peuvent aussi parfois être touchés. Dans le cadre des immunodéprimés, il ne faut pas négliger les personnes ayant subi une greffe, qui sont sous immunosuppresseurs et qui peuvent présenter des formes multiviscérales souvent liées à l'organe qui a été transplanté. La toxoplasmose acquise du sujet immunocompétent est dans 80% des cas asymptomatique, ou dite forme latente. Et ce grâce aux cellules de l'immunité, lymphocytes T, lymphocytes B et cellules NK, dont nous avons parlé tout à l'heure. Cependant, dans 20% des cas, elles se présentent sous une forme patente ou symptomatique, avec un fébricule, donc une fièvre avoisinant les 38 degrés, une asthénie, ainsi que des adénopathies qui ont la particularité d'être bilatérales, qui ne suppurent jamais et qui vont être cervicales et occipitales. Ajoutons à cela des myalgies. Ces deux derniers signes montrent que le parasite reste proche du muscle et du système nerveux central qu'il aime tant. Parfois, on peut retrouver des éruptions maculopapuleuses et exceptionnellement une splénomégalie. Malgré tout, elle reste souvent bénigne et son évolution reste favorable chez l'immunocompétent. Le diagnostic de cette parasitose, ou plus précisément de cette protozoose, commence avec l'anamnèse, et donc l'interrogatoire du patient, qui va nous permettre de savoir s'il y a des chats dans son entourage, si la personne consomme de la viande saignante ou pas assez cuite, si le patient prend le temps de laver ses légumes soigneusement, ou encore s'il présente une quelconque immunodéficience. Ce temps est un temps très important de la démarche diagnostique, car il va nous permettre d'être plus attentifs lors de l'étape suivante, à savoir la recherche des signes cliniques que l'on vient d'évoquer, avec notamment l'asthénie, les adénopathies cervicales et occipitales bilatérales qui ne suppurent jamais, la myalgie ainsi que le fibricule chez l'immunocompétent. Et la recherche des signes neurologiques et surtout d'abcès cérébraux chez l'immunodéprimé. Ensuite intervient la paraclinique, qui va nous permettre de s'orienter et de certifier ou d'être sûr du diagnostic. L'orientation passe par la mise en évidence du syndrome mononucléosique, signifiant une augmentation du nombre de cellules mononucléées du sang avec les lymphocytes et les monocytes, ces derniers comportant les macrophages et les cellules dendritiques. À cela, on peut ajouter une légère hyper-éosinophilie, signe d'infection parasitaire, mais gardez à l'esprit que ce dernier signe est surtout prononcé et utile lors des infections par des helminthes. Les éléments de certitude en paraclinique vont être d'ordre parasitologique, et donc la mise en évidence de la présence du parasite, ou plus précisément l'ADN du parasite. Et ce, dans différents liquides biologiques. Par exemple, on peut les retrouver au niveau du sang, au niveau du liquide cérébro-rachidien, au niveau du liquide amniotique, ou encore lors de biopsies, notamment au niveau des muscles. Les éléments de certitude peuvent aussi être d'ordre sérologique, avec l'étude des anticorps, qui seront sécrétés par les lymphocytes B, ainsi que leur cinétique.
Et pour mieux comprendre cela, un petit schéma est très utile. La cinétique des anticorps lors d'une infection toxoplasmique se déroule comme suit. D'abord, une semaine après l'infection, nous produisons des IgM qui vont persister 6 à 12 mois, puis vont diminuer jusqu'à disparaître. 2 à 3 semaines après l'infection, il y a apparition des IgG qui, eux, atteindront un maximum vers les 2 mois, puis vont diminuer, mais rester à de faibles doses dans le sang tout au long de la vie. Après réalisation de la sérologie, nous pouvons obtenir divers résultats. Premier cas de figure, des IgM et des IgG négatifs. Cas le plus simple, il n'y a pas d'immunité toxoplasmique et donc pas d'infection. Deuxième cas, des IgG sont présents mais pas d'IgM. Ici, l'absence d'IgM nous permet de dire qu'il s'agit de résidus d'IgG d'une infection ancienne. Donc il s'agit ici de résidus d'IgG, infection ancienne. Donc pas d'infection récente. Troisième possibilité, des IgG et des IgM positifs. Ici, nous allons nous intéresser à l'avidité des IgG. L'avidité, qu'est-ce que c'est? L'avidité va augmenter au fur et à mesure de la réponse immunitaire. Une forte avidité est un signe d'infection datant de plus de 3 mois. Si l'avidité est faible ou intermédiaire, on refait une sérologie 15 jours plus tard. Si le taux des IgG est stable, il s'agit là aussi d'une infection datant d'il y a plus de 3 mois, car on sait que les IgG augmentent pour atteindre un maximum à partir de 2 mois, puis décroît petit à petit. Si le taux a augmenté, alors il s'agit là aussi d'une infection qui va être antérieure ou inférieure à 3 mois. Même si l'avidité est importante, rien ne nous permet de dire qu'il ne s'agit pas d'une infection ancienne, ce qui explique les IgG, et que les IgM ne sont pas des anticorps IgM non spécifiques. Donc pour poser le diagnostic ici, il faudra démontrer une augmentation des taux d'IgG lors d'une deuxième sérologie réalisée 15 jours plus tard. Dernier cas possible, pas d'IgG et présence d'IgM. Les IgM seuls ne nous permettent pas de poser le diagnostic. Ils ne sont pas assez spécifiques. Pas assez spécifiques. On doit donc réaliser une autre sérologie 15 jours plus tard et surveiller les IgG. S'il y a apparition d'IgG, alors le diagnostic est posé. On parle de séroconversion. Si au contraire il n'y a rien, alors on recontrôlera quelques semaines plus tard à la recherche d'une possible séroconversion plus tardive. Pour résumer, il y a 2 éléments qui permettent de poser le diagnostic. Donc 2 éléments pour poser notre diagnostic. Grâce à la sérologie. Déjà, condition sine qua non, il faut réaliser 2 sérologies, espacées de 15 jours. Ensuite, les éléments qui nous permettent de poser le diagnostic, c'est une séroconversion, donc IgM positif et IgG négatif lors de la première sérologie, avec apparition d'IgG positif lors du prélèvement réalisé 15 jours après. Cela permet de poser et de confirmer le diagnostic. Deuxième possibilité, présence d'IgM et d'IgG avec augmentation des taux d'IgG lors de la deuxième sérologie. Le diagnostic paraclinique de certitude repose, comme nous l'avons vu, sur 2 techniques. Mais quand utiliser laquelle? La technique parasitologique, à savoir la PCR, sera plutôt réservée au diagnostic anténatal, ainsi que pour le sujet immunodéprimé, donc les 2 personnes les plus à risque, à savoir le fœtus
et le patient immunodéficient. La sérologie, quant à elle, sera la méthode de choix chez la femme enceinte ainsi que chez l'immunocompétent. Dernière étape dans cette longue quête contre le Toxoplasma gondii. Comment traiter les personnes infectées? Le traitement va reposer sur deux principales molécules. Les macrolides, qui sont des antibiotiques, ainsi qu'un inhibiteur de la synthèse de l'acide folique qui est la vitamine B9, que le parasite va utiliser pour son métabolisme. Alors, le macrolide utilisé est la spiramycine, et l'inhibiteur de la synthèse du folate est le pyrimétamine. Deux petites astuces pour se souvenir de ces appellations-là. La spiramycine, ici on dessine une spirale, et mycine qui caractérise la fin d'appellation de tous les macrolides. Pour pyramétamine, on peut imaginer une version de Breaking Bad en Égypte avec amine qui va dealer de la méthamphétamine dans les pyramides. En association, on peut ajouter des sulfamides. Le Bactrim ou cotrimoxazole, ici trim voulant dire découper, on va venir découper le parasite, le sulfadoxine et sulfadiazine. Particularité pour le sulfadoxine, on va l'associer avec le pyrimétamine, ce qui va nous donner le fansidar. En addition à cela, des anticonvulsivants ainsi que des corticoïdes sont administrés dans les cas de toxoplasmose cérébrale pour éviter les épisodes épileptiques. Et on administre aussi de l'acide folique ou vitamine B9 en cas de prise du pyramétamine afin de prévenir l'effet hématotoxique qu'il peut avoir. En effet, une perturbation des taux de l'acide folique provoquerait un dysfonctionnement dans la production des globules rouges. À noter que ces médicaments-là, à savoir le spiramycine ainsi que le pyrimétamine, vont être efficaces uniquement sur les trophozoïtes. Voilà, félicitations, vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo sur la toxoplasmose. J'espère qu'elle vous a été utile et que vous pourrez maintenant répondre à la question « Qu'est-ce que la toxoplasmose ?» Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, ainsi que de laisser des propositions sur les prochains cours de parasito ou d'infectiologie ou autres que vous voulez qu'on aborde. C'était Ilyes, je vous souhaite un Ramadan Karim et à la prochaine.